Environ 340 $ s'échappent chaque mois de votre compte et les entreprises qui les encaissent prient pour que vous ne regardiez jamais de trop près. Laissez-moi vous détailler 7 dépenses silencieuses auxquelles les personnes fortunées refusent de toucher et pourquoi c'est vous qui les financez. Voilà la vérité. La plupart des gens pensent que la richesse, c'est ce qui se voit. La voiture, le sac, la montre, c'est la vieille règle. Et c'est la raison pour laquelle tant de hauts revenus restent discrètement et durablement fauchés. La vraie richesse ne s'annonce pas, elle se cache. Elle se compose en coulisses pendant que quelqu'un d'autre finance le spectacle. La plupart des gens ignorent que les riches optimisent d'abord le côté des sorties d'argent avant toute autre chose. Ils ne courent pas après un plus gros salaire pour un plus gros train de vie. Ils colmatent les fuites, puis laissent le niveau monter. Pensez à 2 archétypes. Le premier gagne 250 000 par an et ne peut tout simplement pas s'arrêter de travailler. L'autre gagne 90 000 et pourrait prendre sa retraite dans 10 ans. Ce qui les distingue, ce n'est pas le revenu. Ce qu'ils refusent de payer, ce sont 7 taxes silencieuses que la classe moyenne a appris à accepter. Je vais vous présenter les 7, chiffres à l'appui, pour que vous puissiez décider lesquels vous financez encore. Et le premier est garé dans votre allée en ce moment même, vidant discrètement votre patrimoine jour après jour. Numéro 1. Les voitures neuves. Voici la vérité. Une voiture neuve n'est pas un achat, c'est un abonnement à la décote. Dès que vous sortez du concessionnaire, cette voiture perd entre 9 et 11% de sa valeur. La première année, vous perdez environ 20%. Au bout de 5 ans, près de 60% du prix affiché s'est évaporé. Vous n'avez pas simplement dépensé cet argent. Vous l'avez regardé disparaître en silence, tout en payant une assurance sur la perte. La plupart des gens ne ressentent pas cette douleur, parce que le concessionnaire a dissimulé la perte dans une mensualité bien lissée. 600 par mois, ça paraît gérable. 700, 800, voire 900, c'est devenu la norme dans les allées américaines. Et c'est bien là le problème. La culture du paiement échelonné cache l'étiquette du prix. Vous ne pensez plus au coût total de possession. Tu te dis, est-ce que je peux faire rentrer cette mensualité dans mon budget? Les gens riches, eux, voient les voitures d'une toute autre manière. Ils pensent à l'actif. Ils se demandent, que vaudra ceci dans 3, 5 ou 10 ans? Une voiture neuve répond à cette question de la pire des façons. Alors les riches, tout simplement, n'achètent pas neuf. Ils achètent des véhicules certifiés d'occasion, âgés de 2 ou 3 ans. Même voiture, même garantie, parfois à moitié prix, ils laissent le premier propriétaire encaisser la courbe de dépréciation, puis interviennent plus tard, quand les chiffres finissent enfin par tomber juste. Laissez-moi vous donner un chiffre concret. Prenez une mensualité de voiture de 600 $ pendant 30 ans. Investissez plutôt cet argent avec un rendement de marché raisonnable. Vous obtenez environ 1 400 000 $. Ce n'est pas une faute de frappe, c'est le vrai coût de la voiture que vous financez en ce moment, caché à votre vue. Pas 600 $ par mois. 1,4 million de dollars de retraite envolés. Les riches voient ça et refusent. Le numéro 2 de la liste, c'est ce que la plupart des gens appellent protéger la famille, l'assurance vie entière et les garanties prolongées. Je dois faire attention ici car ce sujet touche à l'émotion. Personne ne veut laisser ses enfants sans protection financière. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. L'assurance vie entière est vendue comme un investissement. Elle ne l'est pas. C'est un produit hybride, emballé dans un argumentaire commercial séduisant, qui existe parce qu'il verse d'énormes commissions aux vendeurs. Parfois, la totalité de la première année de votre prime part presque entièrement en commission. Cet argent ne travaille pas pour vous. Cet argent travaille pour le courtier. Il ne construit absolument pas la véritable sécurité financière à long terme de votre famille. Le coût caché de l'assurance vie entière? L'écart entre ce que vous versez et ce que le placement rapporte réellement. Frais, charges de mortalité, coûts administratifs. Le rendement affiché sur la brochure et celui d'un fonds indiciel à faible frais ne sont pas dans le même univers. Voici la méthode qu'utilisent les gens fortunés. Si quelqu'un dépend de vos revenus, souscrivez une assurance vie temporaire, abordable, simple, sur 20 ans. Ensuite, prenez la différence entre les primes de l'assurance vie entière et celles de l'assurance temporaire et placez cette différence dans un fonds indiciel à faible frais. Sur 20 ans,
Vous bénéficiez d'une meilleure couverture pendant les années où vous en avez besoin, ainsi que d'un portefeuille croissant qui vous appartient. La vie entière ne vous offre proprement ni l'un ni l'autre. La même logique s'applique aux garanties prolongées sur les appareils électroménagers, l'électronique, les voitures et les meubles. Les garanties prolongées font partie des produits du Today Commerce. Elles ne sont pas vendues pour vous aider, ils sont vendus parce qu'ils rapportent au magasin. Les gens fortunés s'auto-assurent pour les petites choses. Le grille-pain tombe en panne, on en rachète un. Les calculs sont presque toujours en faveur de refuser la garantie. Les courtiers vendent ce qui les rémunère, les magasins vendent ce qui les rémunère. Ce n'est pas du complot, c'est de la conception d'incitation. Une fois que tu le vois, tu ne peux plus l'ignorer. Le prochain ? Ton téléphone. Et cela dévore votre avenir. Numéro 3. L'empilement des abonnements. Laissez-moi vous brosser le tableau dès maintenant. Les services de streaming, 3 ou 4. La musique, le stockage cloud, le stockage photo, une application de méditation, une application de fitness, Un abonnement de livraison de courses. Un abonnement d'expédition. Un gestionnaire de mots de passe. Une application de budget que vous n'ouvrez jamais. 2 outils de productivité issus d'un essai gratuit que vous aviez oublié. Un kit repas qui se met en pause, mais ne s'annule jamais vraiment complètement. Faites le calcul honnêtement. La plupart des gens dépensent entre 200 et 400 $ par mois en abonnements invisibles. De petits prélèvements, renouvelés automatiquement, cachés dans votre relevé de carte entre les courses et l'essence, vous vident discrètement chaque mois. Voici le calcul des intérêts composés. 300 $ par mois, au rendement du marché à long terme, deviennent environ 700 000 $. 700 000 $ sur 30 ans à cause des abonnements de streaming et des essais gratuits que vous aviez complètement oubliés. Les personnes riches vérifient leurs abonnements chaque trimestre. Tous les 3 mois, elles ouvrent leur relevé et examinent chaque prélèvement récurrent, un par un. Ils posent une seule question. Est-ce que je m'en suis assez servi ces 90 derniers jours pour justifier 90 jours de plus ? Si la réponse est non, ça meurt. Aucun sentiment, aucun peut-être que je m'y remettrai. On annule, tout simplement. Le modèle « on règle une fois et on oublie » est conçu pour jouer contre vous, et les entreprises comptent discrètement sur votre inertie pour continuer à encaisser. Une fois l'abonnement activé, la plupart des gens continuent de payer longtemps après avoir cessé de l'utiliser. C'est ça, le modèle économique. Vous êtes le produit qu'ils cultivent, et la récolte, c'est votre inertie, silencieuse, automatique et parfaitement prévisible. La solution tient en un simple rappel dans votre agenda. Une fois par trimestre, vous vous installez pendant 20 minutes et vous coupez sans pitié. Ces 20 minutes pourraient bien représenter le taux horaire le plus élevé que vous gagnerez de toute votre vie professionnelle. Sérieusement. Passons au numéro 4, celui dont personne ne parle, mais franchement, c'est le plus important. L'inflation du train de vie et la dette de statut. C'est le tueur silencieux, et je dis bien silencieux, car il ne se manifeste jamais comme une seule mauvaise décision. Ça se manifeste comme une lente dérive, une augmentation par-ci, une promotion par-là, une maison plus grande parce que l'ancienne semblait trop petite, une plus belle voiture parce que le voisin en a acheté une, un sac de créateur parce que tu le mérites enfin cette récompense. Chaque décision prise isolément semble raisonnable. Mise bout à bout, elle grignote silencieusement chaque euro de votre hausse de revenus. Voici le schéma. Vous obtenez une augmentation de 10 000 $. 6 mois plus tard, vos dépenses mensuelles en ont absorbé la majeure partie. Nouvel appartement, téléphone dernier cri, une salle de sport où vous n'allez jamais. Les dîners au restaurant, autrefois un plaisir, sont devenus un simple mardi soir. Tu as l'impression d'aller mieux. Ton compte en banque n'est pas d'accord. La dette de statut est encore pire que l'inflation du train de vie. La dette de statut, c'est contracter des dettes uniquement pour donner l'impression d'avoir réussi. Financer une montre, louer une voiture 2 catégories au-dessus de ce que vous conduiriez normalement. Acheter une maison au plafond de votre capacité d'emprunt. La banque qui vous dit que vous êtes éligible, ce n'est pas la même chose que pouvoir se le permettre. La banque est un magasin qui vend de la dette. Voici le principe. La vraie richesse contre l'apparence de la richesse. L'investisseur moyen passe sa vie à financer le statut social de quelqu'un d'autre. La personne qui vous vend ce sac de créateur a un portefeuille d'investissement. Vous avez le sac. Un seul des deux prend de la valeur. Les gens riches capitalisent leurs augmentations au lieu de les dépenser.
La hausse va directement à l'investissement, sans jamais passer par le compte courant. Même style de vie, même appartement, même voiture, juste un écart plus grand entre les revenus et les dépenses. Cet écart, c'est la richesse. Tu n'as pas besoin de vivre comme un moine. Tu dois simplement refuser l'augmentation automatique de ton train de vie à chaque hausse de salaire. Chaque fois que vos revenus augmentent, posez-vous une seule question. Quel pourcentage de ce nouvel argent est-ce que je garde pour moi? Si la réponse est 0, l'augmentation ne vous a pas aidé. Elle a aidé les gens avec qui vous l'avez dépensé. Et c'est là que ça devient vraiment gênant. Les frais. Ce coût caché qui saigne ton salaire chaque mois. Numéro 5. Les frais élevés et la taxe de commodité. Des voleurs silencieux qui pillent discrètement votre patrimoine durement acquis, jour après jour. Les frais, c'est la raison pour laquelle la plupart des gens n'arrivent jamais à bâtir une vraie fortune. Et voilà le truc. Ils sont cachés volontairement. Commençons par le plus important. Les frais de placement. Des frais de conseiller annuels de 1% semblent presque insignifiants. Voici la réalité. Sur 30 ans, ces frais d'1% grignotent discrètement environ 28% de vos rendements totaux. Pas 1% de rendement, 28%. Car les frais s'accumulent contre vous de la même façon que les rendements s'accumulent pour vous. Ce conseiller n'a pas gagné 28% de votre résultat, mais la plupart des gens ne le réalisent pas, il l'a discrètement pris. Ajoutez maintenant tout le reste, les frais de distributeur, les agios de découvert, les intérêts de carte de crédit dépassant les 20% par an, les frais de transaction à l'étranger, les frais de virement, les frais de tenue de compte, les frais de retard. Chacun d'eux est un impôt que vous avez accepté de payer. Et puis il y a la taxe de commodité, la livraison de repas avec des frais de service, des frais de livraison, des frais pour petites commandes et le pourboire. Ce burrito à 15 $ devient discrètement 29 $, avec, en prime, le paiement premium et la livraison prioritaire, alors qu'une livraison standard aurait largement suffi. Les prix d'aéroport sur des choses dont vous saviez avoir besoin la veille. Les gens riches, eux, négocient ou éliminent tout simplement les frais. Ils appellent la société de carte de crédit et demandent un taux plus bas. Et parfois, croyez-le, ils l'obtiennent vraiment. Ils utilisent des banques qui ne facturent pas les services de base et règlent leurs cartes en totalité pour que les intérêts restent à 0. Ils indexent les investissements avec des frais de fonds mesurés en points de base, pas en pourcentage. La vérité, c'est que les petits frais comptent. Ils voient la taxe de commodité et posent la vraie question. Cette commodité vaut-elle vraiment ce que je paie? La règle qui sous-tend tout cela est simple. Payez-vous d'abord. Avant les frais, avant les abonnements, avant le train de vie. Le premier chèque de chaque mois va à votre futur vous, et tout le reste doit s'organiser autour de ça. Le numéro 6, c'est ce que tout le monde considère comme un investissement, alors qu'en réalité, ça n'en est pas un. Numéro 6, la plus grande maison. Celle-ci relève de l'hérésie dans la plupart des familles, alors écoutez-moi bien. Une maison peut tout à fait être un véritable actif. Mais une maison peut aussi être un bien de consommation qui se fait passer pour un actif. La différence, c'est la taille. La plupart des gens changent de maison tous les 7 à 10 ans, et chaque changement ajoute discrètement quelques mètres carrés supplémentaires. Chaque mètre carré supplémentaire, ce n'est pas seulement un prêt immobilier plus élevé, c'est aussi une taxe foncière plus lourde à payer chaque année. Prime d'assurance plus élevée, facture d'énergie plus élevée, entretien plus lourd, besoin de mobilier plus important, tout est plus grand, pour toujours. Le prêt hypothécaire, ce n'est que le prix affiché. Le reste, c'est l'abonnement auquel vous avez souscrit ce jour-là. Voilà la vérité. Les gens fortunés refusent de payer pour des mètres carrés qu'ils n'utilisent jamais vraiment au quotidien. Ils vivent dans une maison qui correspond à leur vraie vie, pas à celle qu'ils sont censés désirer. La chambre à 4 devient une chambre à 3. La salle à manger officielle qu'ils utiliseraient 2 fois par an, rayée. La cuisine d'apparat avec le 2e four est agréable, mais pas si elle coûte 150 000 de plus. Il y a ici un piège bien précis qu'on appelle la rénovation sans fin. Vous achetez la maison plus grande et les meubles ne rentrent plus. Alors tu remplaces les meubles. Maintenant les tapis ont l'air miteux. Alors tu les remplaces aussi. Et là, l'éclairage ne va plus. Maintenant le jardin demande du travail. La maison ne coûte pas seulement plus cher,
elle fait grimper toutes les autres lignes du budget. Les taxes foncières, l'assurance, l'entretien, tout augmente avec la valeur du bien. Une maison 2 fois plus chère ne coûte pas 2 fois plus. Il est souvent 3 fois plus coûteux à posséder quand on additionne chaque poste. C'est le coût caché de la taille. Les gens riches se posent une autre question. Non pas « quelle maison puis-je me permettre ?», mais quelque chose de bien plus intelligent. Quelle maison me permet de continuer à investir au rythme que je souhaite? La maison sert le plan, et non l'inverse. Numéro 7. Payer avec du temps au lieu de l'argent. Celui-ci renverse complètement le cadre dans lequel vous évoluez. Jusqu'ici, tout tournait autour de l'argent. Mais les personnes les plus riches protègent leur temps bien plus jalousement que leur argent. Et la classe moyenne est conditionnée à faire exactement l'inverse. Voici ce que je veux vraiment dire, concrètement. La plupart des gens sont prêts à rouler 20 minutes à travers la ville juste pour économiser 4 $ d'essence à la pompe. Ils passeront 2 heures à comparer les prix en ligne juste pour économiser 15 $ sur un achat dont ils n'avaient presque pas besoin. Ils accepteront un emploi payé 5 000 de plus par an, mais qui coûte 90 minutes de trajet quotidien. En apparence, ce sont des choix intelligents et économes. En réalité, ce sont les compromis les plus coûteux qu'on puisse imaginer. Les gens riches calculent le prix de leur heure et refusent de la vendre en dessous de ce chiffre précis. Ils paient quelqu'un pour nettoyer la maison afin de pouvoir se consacrer à ce qui rapporte vraiment de l'argent. Ils prennent un vol direct au lieu d'un vol avec escale pour économiser 3 heures entières de leur vie précieuse et limitée. 3 heures de leur vie valent clairement plus que 150 $ de billets d'avion en plus à chaque fois. Ils délèguent les tâches qui ne les font pas grandir, protégeant leurs heures comme la ressource limitée qu'elles sont. Il ne s'agit pas d'être paresseux. Il s'agit de savoir où se trouve vraiment votre levier dans votre vie quotidienne. Si votre heure vaut 200 $ en pouvoir de gain, l'échanger pour en économiser 12, c'est brutal. Mais la culture récompense la frugalité visible. Personne n'applaudit quand vous dépensez pour votre temps. On applaudit celui qui découpe des coupons. Voici la règle. Rachetez votre temps chaque fois que le calcul est favorable. Les heures récupérées deviennent des heures investies qui font boule de neige. Investis-les dans ta carrière, ta santé, tes relations, ton repos. Une décision aujourd'hui change les 20 prochaines années. Laisse-moi rassembler tout ça avec un cadre simple que tu pourras vraiment utiliser demain matin, avant que ton café ne refroidisse. Chaque fois que de l'argent quitte votre compte, passez-le au crible de 3 questions rapides que la plupart des gens ne prennent jamais la peine de se poser. 1. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce qu'on m'a conditionné à le vouloir par une publicité habile et la pression sociale? 2. Est-ce que ça va prendre de la valeur ou est-ce que ça va se déprécier à la seconde où j'en deviens propriétaire et où je repars au volant? 3. Existe-t-il une alternative moins chère qui m'apporte 90% du résultat pour 10% du coût? 3 questions, 30 secondes. Ce filtre élimine plus de mauvaises dépenses que n'importe quelle application de budget sur le marché aujourd'hui. Passons maintenant aux chiffres réels pour ces 2 profils. 2 personnes gagnant chacune 90 000 par an dans la même ville. La personne A conduit une voiture neuve, souscrit une assurance vie entière, accumule les abonnements et rénove sa maison tous les 7 ans. Verse des frais de conseiller d'1% sans jamais en vérifier la moindre ligne, pas une seule fois, pendant 20 ans. La personne B conduit une voiture d'occasion de 3 ans, souscrit une assurance vie temporaire et passe en revue chaque ligne d'abonnement tous les trimestres, sans exception. Il vit dans une maison modeste, investie à faible coût dans des fonds indiciels. Même salaire, même ville, des résultats radicalement différents. À 20 ans de parcours, la personne A détient peu de capital dans une maison qu'elle peine à entretenir, un crédit auto et une petite retraite. La personne B possède une maison entièrement remboursée, n'a aucun crédit auto et détient un compte de placement qui vient discrètement de franchir le cap du million. Même revenu, refus différent. La règle qui régit tout est celle-ci. Acheter des actifs, louer les passifs. C'est tout. Tout ce qui prend de la valeur ou génère des revenus, il faut le posséder. Tout ce qui coûte de l'argent à conserver, il faut le louer. Partage-le, reporte-le ou saute-le complètement.
Voilà tout le modèle mental résumé en une seule phrase honnête. Voici la vérité. Les décisions financières intelligentes commencent par la soustraction, pas par l'addition. La plupart des gens bâtissent leur richesse en gagnant davantage. Les riches bâtissent leur fortune en ayant besoin de moins. Non par la souffrance, mais en refusant ce qui ne les sert pas vraiment. Ce refus tranquille, c'est tout l'enjeu. Alors automatisez l'écart. Ce que vous économisez, ne le laissez pas dormir. Vire-le directement sur un fonds indiciel le jour où ta paie tombe, avant d'avoir le temps de te convaincre du contraire. Ce qu'on ne voit jamais, on ne le dépense jamais. Une catégorie qu'on a laissée de côté, c'est justement là où la plupart des richesses s'évaporent, en silence. C'est l'impôt silencieux que personne n'audite et il se cache dans des décisions que vous avez déjà prises. La prochaine vidéo le décortique. Vous voulez comprendre comment l'argent fonctionne vraiment? Abonnez-vous à Andy Explains Money pour